Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets que je la sorte un peu cette voiture? Hey, c'est le dernier né des Lévis. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bon, c'est un épisode de rentrée, hein. On attaque notre saison 2 sur le podcast Attachez vos ceintures, donc le podcast de l'auto-école CER Castelroussine et des Hauts-de-Oise. Et aujourd'hui, pour cette reprise, on va s'intéresser au permis moto. On n'en avait pas parlé jusqu'alors. Donc je suis en compagnie de mon collègue Christopher Lamy, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour vous parler de tout ça. Salut Christopher. Salut à tous, salut Guillaume. Comment vas-tu ? Écoute, ça va super. La journée s'est bien passée ? Nickel, on finit tout juste de rentrer les motos, là c'est parfait, c'est nickel. Du plateau ? Du plateau, de la formation. De la circuit ? Un peu de tout aujourd'hui, ouais. Une belle journée bien remplie. De motos, du plateau, de la circuit, effectivement. Ouais. Eh ben on va pouvoir creuser tout ça. Donc le permis moto, Christopher, en lui-même, moi par exemple je pousse les portes de l'auto-école, je suis intéressé, j'ai envie de passer mon permis moto. Okay. Je viens, je rentre, je te dis bonjour monsieur, j'ai envie de passer mon permis moto. Qu'est-ce que tu me réponds ? Déjà, bonjour et bienvenue Guillaume. Alors ce que j'ai envie de savoir, c'est quelles sont un peu les sources de motivation. Ouais. Parce que ça me semble quand même important. Je pense qu'on ne vient pas passer le permis moto par hasard. Le permis moto, il y a quand même une belle histoire à écrire. Et généralement, c'est une histoire qui ne s'écrit pas juste en poussant la porte de l'auto-école. C'est quelque chose qui s'est bien réfléchi avant. Et donc déjà, j'aime bien connaître les sources de motivation de chacun, et ça me semble super important. Souvent, il y a une envie, je suppose. Ouais, clairement, il y a une envie. Ouais. Souvent, il y a différents profils. Il y a vraiment, on va dire, l'élève un peu jeune qui a été bercé dedans par la famille. Parfois, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont jamais pris le temps de le faire auparavant et qui, du jour au lendemain, se disent allez, maintenant je me lance, j'ai le temps. Et cette fois, c'est la bonne. Et puis généralement, c'est la bonne en plus. Et puis, sans vouloir être dans le cliché, mais le monsieur qui fête ses 50 ans et qui se dit tiens, si je m'offrais le permis moto aussi, ça, on en croise peut-être. Clairement, oui, ça, on en croise aussi, le monsieur ou même c'est mesdames maintenant. Ah ouais, super. Oui, on est vraiment sur un public large, en fait. Large. Il n'y a pas. On va dire qu'il n'y a pas de profil type. Il est vraiment un public large. Aujourd'hui, je vais avoir autant de jeunes élèves, des moins jeunes, sans jugement, bien évidemment, mais des hommes, des femmes. Voilà, c'est varié, ce qui rend l'activité super intéressante. D'accord. Du coup, le fait que tu me dises que c'est assez varié, je me dis que finalement, contrairement à ce que certains peuvent penser, il n'y a peut-être pas forcément des prérequis, où il y a quand même des choses, je ne sais pas s'il faut parler de capacité ou autre, mais qui doivent être présentes ou... Bien sûr, c'est clair que ce qu'il faut savoir, c'est que le permis moto, on est quand même sur une moto. Voilà. Ouais. Et une moto, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas... qui est déjà pas très léger, donc c'est intéressant. On a parfois des gens qui viennent justement avec des interrogations de savoir si la moto va être trop haute, si les pieds vont toucher par terre, s'ils vont déjà arriver à la tenir debout, parce que faut pas croire, mais c'est physique. Alors à ce titre, je crois, chez nous, chez CER, on a des motos qui peuvent être, il y a plusieurs tailles, justement pour pouvoir adapter à des personnes qui, du point de vue de leur taille, en tout cas qu'elles ne soient pas gênées durant leur formation, leur apprentissage. Exactement, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on a des motos de taille, on va dire standard, et puis il y a des motos rabaissées, ce qui nous permet du coup d'accueillir un public, on va dire avec une taille plus petite, et qui nous permet d'accueillir tout type de gabarit, effectivement. Voilà, en tout cas de ne pas décourager quelqu'un qui aura envie et qui, pour une simple question de physique qu'elle n'a pas choisie, on fait tous la taille que l'on a, sûr, qui ne pourrait pas finalement aller au bout de son envie ou son truc. Notre but, en tout cas chez nous, c'est de pouvoir accueillir tout le monde et de pouvoir accompagner tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a opté... on
on a fait le choix d'avoir des motos rabaissées, et ce qui du coup peut permettre l'accès à ce permis moto. Et peut même parfois peut-être rassurer certaines personnes. Clairement, clairement, on va rassurer certaines personnes, ça c'est clair. Ouais, parce que tu l'as dit, donc du coup c'est quand même un engin qui fait une certaine taille, qui fait un poids certain. Exact. Combien à peu près une moto ça? On va dire que sur les motos que l'on a, qui sont quand même des petites motos, on est sur un modèle Kawasaki Z400, on compte à peu près en moyenne 170 kg quand même. D'accord. Oui, ça représente quand même un bon poids, quoi. Ah bah clairement, oui, ça fait une bonne séance de musculation quand on la tient, oui. Donc on a dit donc une certaine taille, un certain poids, et qui représente quand même une puissance. Enfin, je veux dire, on se retrouve sur un engin motorisé, puissant. Oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir appréhender. On n'est pas sur une draisienne, ça c'est clair. On n'est pas sur un vélo non plus. Et disons que oui, il faut avoir conscience dans quoi on se lance. Et effectivement, on est quand même sur un engin qui déjà, une moto, on sait très bien qu'il n'y a pas de carrosserie déjà, et puis on est sur un véhicule qui va avoir tendance à être puissant. Voilà. Donc ça, il faut avoir conscience de ça au moment où on rentre dans l'auto-école. Et c'est pour ça que j'aime m'intéresser au projet initial, parce que on se rend compte vraiment si les gens ont conscience de tout, de tout ça. Oui, effectivement. Parce que des fois on peut s'imaginer, moi j'ai fait du vélo depuis que je suis tout petit, je sais bien faire du vélo, je suis super à l'aise sur mon VTT, c'est pas pour autant que je dois me dire que j'ai toutes les capacités pour la moto finalement. Ah bah non, c'est clair, parce que sur le vélo il y a l'aspect de l'équilibre, ça c'est clair, c'est top quand on l'a. Après il y a aussi l'aspect mécanique et de gestion. Et puis c'est pareil, c'est que certaines personnes, au moment où elles sont dessus, au moment où on commence, peuvent un peu se raidir et puis se rendre compte de comment ça fonctionne. Et alors, je dis pas que ça peut créer des barrières, mais là il y a une vraie prise de conscience. Si elle n'a pas été faite avant, cette prise de conscience, parfois elle arrive quand on est sur l'engin, quoi. D'accord, je comprends bien. Alors on va parler de la partie pratique, de la formation, on va en parler. Mais désolé pour ceux qui nous écoutent, il faut quand même qu'on aborde un sujet au niveau du permis moto. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir justement accéder à la formation pratique, il faut avoir réglé la question du code. Et dorénavant, il y a un code spécial moto. Tu peux nous en dire un mot, Christopher? Alors oui, le code moto, donc l'ETM, comme on l'appelle, l'examen théorique moto. Du coup, vous avez peut-être déjà entendu parler chez les personnes qui ont passé leur permis moto avant de l'histoire des fiches. Donc bonne nouvelle, il n'y a plus de fiches. Ah, parce que ça c'était un truc... oui, les fiches... certains, c'était un calvaire. Et du coup, bonne nouvelle, il n'y a plus de fiches. Alors après, moins bonne nouvelle peut-être, je ne sais pas, pour vous. Mais maintenant, on a un ETM, un examen de code, qui ressemble au code voiture, avec 40 questions. Donc les fiches ont été intégrées un peu, les thématiques ont été intégrées à ça finalement, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. En fait, l'avantage de ce code moto, c'est que il intègre les fiches, elles n'ont pas disparu totalement. Dommage. Ne soyons pas trop nostalgiques de ça. Ne vous réjouissez pas trop vite. Non, pas totalement, mais voilà, vous avez donc cet examen de code moto qui intègre ces fiches et qui s'oriente vraiment sur de la conduite moto. Voilà, parce que autant avant on pouvait passer l'ETG, donc le code classique, comme le code voiture, mais du coup l'intérêt c'était quand même de créer un examen dédié à la moto et aux deux roues, ce qui me paraît quand même un petit peu plus logique quand on se lance dans la conduite. On se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont quand même très différentes. Ah clairement, ça c'est clair. Donc on a intégré dans ce code des notions, je suppose, d'anticipation, d'observation, de partage de la route. De partage de la route, de placement, aussi avoir conscience qu'on est quand même un plus petit véhicule que les autres. Voilà, donc sur les situations de code, on vous met vraiment à la place d'un motard, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'au final on passait le code classique, qui était le même code que pour un poids lourd que pour une voiture. Sauf que nous on est clairement en moto, on est vraiment à part, et il faut qu'on ait conscience de ça, déjà avec un aspect théorique. Et puis quand on regarde bien les séries de code général, donc pour les voitures maintenant, le code examen B, finalement on parle assez peu des deux roues sur ce code-là. Clairement, s'il y avait une question ou deux qui tournaient autour, c'était déjà pas mal, et encore. Et non, mais là on nous immerge vraiment sur la route, et puis là on se positionne, on réfléchit différemment, parce que le but c'est aussi d'amener les gens à penser différemment. On ne conduira pas notre moto comme on conduit notre voiture. D'ailleurs, la plupart du temps,
les élèves en moto me disent ah bah du coup en voiture j'ai quand même changé pas mal de choses. Bah ouais, parce qu'on se met à réfléchir aussi pour les autres et ça peut être aussi grâce à rien que la théorie de cet examen moto. Tu l'as dit toi-même, en moto il n'y a pas de carrosserie, hein. La carrosserie c'est nous, donc effectivement faut moins jouer quoi. Il y a moins de il y a moins de latitude ou moins de droit à l'erreur. Ah bah c'est clair, hein. C'est clair que le droit à l'erreur n'existe pas. Voilà, sinon le mur de la réalité te rattrape très vite. Ah oh oui. Donc le TM, le code moto, 40 questions, 40 pareil, questions, ouais. 35 bonnes pour valider l'examen. Exactement, 40 c'est encore mieux, 40, mais sinon à 35, il faut avoir 35 minimum. Réponses, exactement. Ouais. Donc, une fois qu'on a ce précieux code dans la poche, que c'est réalisé, on retourne dans notre auto-école préférée. Exactement. Et là, Christopher, on vient se former avec toi. Et donc la formation pratique se divise en deux grandes parties, c'est ça? C'est le plateau et la circuit. Oui, le plateau, alors ce qu'on appelle communément le plateau, en fait, c'est vraiment la formation à la maniabilité de la moto qui se fait donc sur un plateau, donc en gros hors circulation, et ça nous permet de maîtriser en fait l'engin. Ce que tu nous disais tout à l'heure, des notions d'équilibre, de rapport à la puissance de l'engin et tout ça. Exactement, de l'équilibre, le patinage, le regard est super important. Et puis là, on maîtrise notre véhicule. D'accord. Alors à travers certains exercices. Ouais, donc tu peux nous en décrire un petit peu? Bien sûr. Alors il y a ce qui fait souvent redouter les élèves en fait, c'est la partie lente. Voilà, souvent on me dit ouais, il y a le chronomètre, machin. Bon. Donc la partie lente, c'est je dois réaliser un parcours à une certaine allure avec des obstacles. Il y a un parcours à réaliser avec un temps minimum de 16 secondes pour entrer dans les critères. En fait, quel est l'objectif? Parce qu'on ne vous a pas mis un chrono comme ça au hasard. L'objectif, c'est de montrer qu'on a une maîtrise déjà de notre équilibre, de notre patinage et de la direction et du regard. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a un parcours lent. C'est que derrière tout ça, il y a quand même des compétences qui sont recherchées. Et à travers ça, c'est justement ce que je viens de vous citer là. Regard, d'ailleurs, je fais tout le temps de le dire, j'en parle tout le temps, le regard. Et puis la maîtrise donc, de l'équilibre. D'accord. Donc ça, c'était pour le lent. Pour la partie lente. Alors, si tu parles de lent, ça me fait penser qu'il y a peut-être du rapide. Voilà, alors ce qu'on appelle vulgairement du rapide, ce qui est en fait une allure normale, puisque en fait, il y a un exercice, différents exercices avec une allure exigée, cette fois-ci, une allure exigée de 50 km/h. D'accord, donc je ne dois pas descendre en dessous. On ne doit pas être en dessous. Voilà. Il y a une petite marge d'erreur, mais le mieux, c'est quand même de réaliser cet exercice à 50 km/h. Et pourquoi 50 km/h du coup? Eh bien, j'ai envie de te demander pourquoi. Eh bien oui, pourquoi 50 km/h? Tout simplement parce que c'est l'allure qu'un motard va avoir en ville. D'accord. Et en ville, qu'est-ce qu'on va demander? Enfin, en ville, pas en ville, mais avec 50 km/h, qu'est-ce qu'on va demander à mon motard? Eh bien, c'est de réaliser un freinage d'urgence. Parce que on n'est pas à l'abri un jour de devoir freiner en urgence. Bien sûr. Parce que, je sais pas, un enfant traverse, par exemple. Et puis, un évitement. Alors, une portière qui s'ouvre. La portière qui s'ouvre, voilà. C'est-à-dire que très souvent on me dit oui mais les 3 cônes j'arrive pas à les passer. Oui non mais déjà imagine que c'est une portière parce que voilà à chaque fois il faut toujours se mettre en parallèle de la réalité de ce qui va nous arriver plus tard. Donc voilà pourquoi il y a ces exercices là avec une allure dite normale et non rapide parce que 50 km/h c'est tout à fait normal. Et donc c'est vrai, à travers ce que tu me décris, je me rends compte que c'est pas pour embêter les gens, c'est pas de la torture. Ah non. Mais oui, c'est exigeant, oui, c'est strict, mais là on est vraiment sur au minimum des blessures qui peuvent être graves ou perdre la vie. Donc c'est vrai que c'est une formation quand même qui entraîne un certain nombre de conséquences. Si toutefois les choses ne sont pas maîtrisées. Donc c'est vrai que même le jour du permis, parfois le jour des épreuves, des gens sont déçus forcément, mais sachez derrière qu'il y a une véritable intention de sauvegarde de votre santé, quoi. C'est totalement ça. L'idée, c'est on ne crée pas des exercices pour embêter les gens, bien au contraire. Grâce à ça, alors après voilà, j'ai parlé que des épreuves liées à l'examen, mais on sort un peu des sentiers battus, on cherche à créer de la sécurité en fait, tout simplement, de la sécurité et la sécurité encore plus quoi, parce qu'en moto, quel que soit le véhicule,
quel que soit l'examen d'ailleurs, que ce soit en voiture, hein, comme tu le dis, Guillaume, hein, il faut de la sécurité. L'examen, il cherche juste à nous dire, bon ok, vous savez faire les choses comme il se doit, comme on doit les faire. Moi, je pars toujours du principe que c'est en maîtrisant, alors parfaitement, peut-être que le mot, et rien n'est jamais parfait, mais en tout cas en ayant une grande maîtrise et une grande compétence, qu'on peut justement se permettre d'avoir de la souplesse et de la latitude. Clairement. Voilà. C'est donc en moto, c'est quelqu'un qui sait parfaitement maîtriser sa moto, qui va pouvoir se permettre dans des zones autorisées à soit rouler plus vite, soit faire des figures acrobatiques et autres. Je veux dire, si tu nous entends, on te salue bien. Je pense qu'il se reconnaîtra. Bon, mais voilà, ça peut pas être quelqu'un qui n'a pas de capacité particulière ou pas d'investissement, qui peut rien ne s'improvise, hein, tout simplement, hein, dans la vie de tous les jours, quel que soit ce que l'on cherche à obtenir. Pas de place à l'improvisation, et encore moins sur la route, quoi. Sur l'à peu près, quoi. On ne peut pas se permettre de l'à peu près. Ça, c'est clair. Donc on a parlé donc de cette épreuve de plateau. Donc on a donc le lent, simplement, en fait, maîtriser son véhicule. Ce qu'on appelle le rapide, savoir réagir en cas d'imprévu, de choses inattendues. Situation d'urgence, hein, un peu. Hein. Voilà, savoir gérer ça. Il y a encore des choses sur le plateau qu'on va nous demander de réaliser? Oh oui, et puis celle-ci, alors, je la garde un peu pour la fin, parce que c'est celle où je suis sur la moto, il y a une partie avec un passager. D'accord. Une partie avec un passager, parce que en moto, c'est vrai que la plupart du temps, on va être tout seul. Ouais. Mais un jour, il y a forcément quelqu'un qui va vouloir monter avec nous. Et naturellement, si on improvise du jour au lendemain la montée d'un passager derrière, ça change pas mal de choses. Il peut y avoir des petites surprises. Et c'est pour ça qu'aussi, sur ce plateau, on apprend à conduire avec un passager. Normal, hein, on rajoute quelqu'un qui va faire, je sais pas, 50, 60, 70 kilos. Enfin voilà, la répartition des masses n'est pas la même. Et tout à fait. Et oui, ça a un impact important sur la moto, c'est clair. L'aérodynamique. Ouais, le centre d'équilibre. Voilà, c'est. D'ailleurs, on le sent. Il y a des élèves qui font un exercice depuis un petit moment sans le passager. Au moment où je monte derrière, on a l'impression qu'on ne sait plus le faire. Ouais, bien sûr. Mais c'est logique. Donc ça s'apprend aussi. Alors du coup, là, je fais le passager avec les élèves. Donc parfois, je les aide un peu. Parfois, je leur rappelle qu'ils font des petites erreurs de parcours. Hein, si certains écoutent, ils vont peut-être se reconnaître. Mais oui, voilà, c'est l'intérêt, c'est de dire, voilà, tu as un passager derrière, voilà comment ça se passe. Est-ce que tu sens la différence du comportement de la moto, de ce que tu dois faire en plus, ce que tu dois doser. Voilà, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est comme tout. Donc pour apprendre tout ça, je dois réaliser un certain nombre d'heures avec toi. Oui, exactement. Et une fois que je suis prêt pour passer mon plateau, parce que ça, on va vous le préciser aussi, il n'y a pas une épreuve avec l'inspecteur, il y en a deux. Ah oui, là, c'est quand on aime, on compte pas. Hein. Voilà, il y en a une pour le plateau, et il y en a une pour la circuit dont on va vous parler après. Exactement. Donc mon épreuve de plateau. Donc voilà. Je me suis préparé, j'ai écouté mon formateur. On se présente au centre d'examen et comment ça se passe alors? Alors là, généralement ça se passe bien. Quand même, déjà, il faut dire que ça se passe plutôt bien. En fait, on arrive sur le centre d'examen. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, et ça aussi parfois on oublie un peu, on n'est pas tout seul. On n'est pas que dans notre bulle. On doit être dans notre bulle, mais comment dire, on arrive, il y a plein d'autres candidats. Maintenant, il y a des grosses sessions d'examen. Donc, il faut compter une grosse quinzaine de candidats. D'accord. Donc, il y a de la pression. Forcément. Il faut le supporter. Il y a des gens qui regardent. Et puis, parfois, on a l'idée de regarder aussi ce que font les autres. Donc, il faut savoir. Ça, c'est pas toujours facile à gérer de se sentir. Alors, déjà, on se sent regardé par l'inspecteur. Bien sûr. Bon, c'est son métier. Mais alors, quand on est devant les camarades, il y a 10 personnes qui passent. Je me mets à leur place. Ouais, clairement, on est observé, quoi. On est regardé, et puis en même temps, il faut dire qu'on regarde les autres aussi. Donc, faut savoir le supporter, ça. Et du coup, comment ça se passe? Donc, on va réaliser 2 passages. On a le droit à 2 passages. Ok. Sur ces 2 passages, il faut rentrer dans les critères qu'on a dit là, de vitesse, de temps, exactement, de maîtrise. Retravailler. Hein. Donc on n'y va
pas la fleur au fusil, on est armé quand on y Ouais, va. ouais. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je dis à l'élève qu'il est prêt. À aucun moment, j'envoie un élève qui n'est pas prêt. Parfois, quand on me demande et que je dis non, c'est pas pour embêter encore une c'est fois. clairement pas pour embêter, c'est parce que on a, je pense à ce moment-là, pas les capacités de le faire. Ouais. Donc déjà, voilà, quand j'emmène quelqu'un et que je dis bon, on a les capacités d'y aller, ça met un peu de baume au cœur, on y va. C'est bon signe. Ouais, c'est plutôt bon signe parce que la première personne à convaincre, c'est quand même son formateur. D'ailleurs, ça me fait penser ce que tu nous dis sur un volume de formation, enfin sur un volume d'heures, de la formation moto, on passe plus de temps au plateau, je suppose. Alors effectivement, on passe plus de temps au plateau parce que comment dire, c'est plus technique. C'est déjà plus technique, c'est là où aussi certains élèves se prennent un peu trop la tête, voilà, à s'entêter, à pas se libérer, à se contracter, et puis c'est là où on met du temps. Puis il y a un déclic, et une fois qu'il y a le déclic, normalement ça se passe super bien, quoi. Mais effectivement, on passe un peu plus de temps au plateau que sur la suite, et la suite qui est donc l'aspect circulation. Donc j'ai le droit, tu nous as dit, j'ai le droit à 2 passages, c'est ça, où je réalise donc les différents parcours. Là, je réalise le parcours. Si je rentre dans les critères dès le premier passage, fabuleux, hein, on n'utilisera pas le deuxième passage. Super. Voilà, en fait il y a différentes notations, A, B ou C. Ok. Donc A, en gros, on a réalisé le parcours idéal. Je ne veux pas dire parfait, mais idéal. C'est-à-dire que là, concrètement, on a tout respecté, le chrono, l'allure, on a bien respecté aussi le parcours. Ouais. Voilà, parce qu'on peut très bien être bon techniquement et parfois être un peu tête en l'air. D'accord. Parce que autant je peux apporter plein de choses à mes élèves, mais le fait d'apprendre le parcours, je ne peux pas le faire à leur place. Et parfois, je vois des petites erreurs de parcours où, du coup, dommage, quoi. C'est dommage. B, la note B, c'est-à-dire qu'on est OK pour recevoir le plateau, mais qu'on n'a pas tout fait parfaitement. D'accord. Il y a une erreur, le chrono pas suffisant, voilà, ou un cône renversé, par exemple. Mais on est reçu au plateau. Donc on valide quand même, dès le premier passage. Un B, ça passe dès le premier passage. Ça passe. Okay. Et la note C, la note C, c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs erreurs qui ne rentrent pas dans les critères de validation de compétences. Voilà. Ok, donc là, j'ai ma deuxième chance, et là, on a si j'ai le C sur le premier passage. Sur le premier passage, oui. C'est-à-dire que le premier passage, il est fait, il nous a servi de tour de chauffe. Ouais. Et là, j'utilise ma deuxième chance. Et il faut l'utiliser, cette deuxième chance, parce que la plupart du temps, je vois des candidats qui montent en pression. Non, on a 2 essais et il faut jouer sa carte à fond. Ouais, si vraiment on a un coup de stress, le premier, on se dit que c'est le joker, et puis la fois d'après, on sait comment ça se passe. Donc les 2 passages se font le même jour, au même moment. Il n'y a pas de reconvocation, voilà, c'est tout de suite. Vous pouvez repasser. On enchaîne directement derrière. Voilà. Et on repasse, par contre, on repasse par les 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation de partie sur le premier qu'il faudrait compléter sur le deuxième. On repart de 0 sur le deuxième. Il n'y a pas de validation partielle. Là, c'est vraiment, on refait tout de A à Z. De A à Z. Voilà. Parce qu'avant, quand il y avait encore les fiches et tout, on pouvait comme ça. Voilà, ça, oubliez ça. Maintenant, c'est le code moto, on vous en a parlé. Voilà. 2 essais, 2 possibilités, 2 chances de valider votre plateau. Si ça passe à la première, tout le monde est content. Si ça passe pas, on réutilise, mais par contre, on refait tout. Voilà, c'est important de le souligner, parce que si par exemple au premier essai, on a fait un lent qui était bon, et que par exemple, je sais pas, on a embarqué le cône d'évitement, voilà, ce qui amène la note C. Si au deuxième parcours, je fais moins de 16 secondes, enfin moins de 14 exactement pour être plus précis, pour ne plus être dans les critères, c'est-à-dire qu'on garde que l'ensemble. Voilà. On ne prendra pas les 16 secondes du premier passage. On ne prendra pas le bon du premier. On garde, c'est un ensemble, que l'on garde ou que l'on ne garde pas. Voilà. Ok. Eh bien écoute, on est content, on a validé notre plateau. Premier ou deuxième essai, ça on s'en fiche, c'est pas marqué sur le permis. Ce qu'il faut, c'est l'avoir. J'ai validé mon plateau, je suis content. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Déjà, moi aussi, je suis très content. Qu'est-ce qui se passe? On fait la petite photo que vous pouvez voir parfois sur les réseaux de l'auto-école. Voilà, généralement, tout le monde sourit. Ouais. Et, il y a de quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Franchement, il y a de quoi. Et là, on sent qu'il y a une grosse pression qui retombe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après, du coup, forcément, on va se préparer à la circulation.
Ça marche. Et je dis bien se préparer à la circulation. D'accord. Ah ouais, je dis Ouais. bien se préparer. Parce qu'avoir le plateau, c'est bien, ok, mais à ce moment-là, à part pour emmener parfois la moto sur le plateau, le parking du Mac 36, on n'a pas fait de circulation. Et là, on prend des heures pour faire ce qu'il faut sur la route, comme il faut. Parce que là, on n'est plus tout seul sur notre petit parking, Ah on, ouais, c'est clair. on est sur la route là. Là, on atterrit, on retombe On est dans le grand sur bain. la route, là. On va se lancer dans le grand bain. Et même si on y a déjà mis un pied, peut-être, parfois en emmenant la moto sur le parking, là, on va vraiment faire des choses différentes. D'accord. Et du coup, on va travailler plein d'items à fond. Ouais. Tu peux nous, alors sans forcément tout nous décrire, mais nous donner, je sais pas moi, 2-3 vraiment fondamentaux en circulation qu'il faut maîtriser, qui seront de toute façon forcément évalués par l'inspecteur le jour de l'épreuve. Bien sûr, déjà tout à l'heure tu parlais d'anticipation, Ouais. voilà, et ça c'est clairement c'est évalué tout au long du parcours. Mais il y a aussi cette notion de placement, parce qu'on est en moto, on est un petit Ouais. véhicule, on prend beaucoup moins de place que les autres, mais du coup il faut savoir bien se placer. Et qui dit placement dit aussi trajectoire de sécurité. Voilà. D'accord. Et ça c'est clairement, ce sont des incontournables. Il y a aussi l'adaptation de l'allure, parce qu'on a un véhicule avec des capacités. Encore une fois, tu le disais tout à l'heure, et à juste titre, des capacités d'accélération bien différentes qu'un véhicule, Qu'une voiture. Classique, effectivement. Donc, on est vraiment entendu au tournant là-dessus, sur le placement, le dynamisme, la capacité à prendre des initiatives aussi. Ouais. Voilà, parce que la plupart du temps, j'ai quand même des élèves qui ont une expérience sur la route. Oui. Voilà, donc l'inspecteur, il va attendre de vous des décisions de personnes avec de l'expérience sur la route, mais adaptées à la moto. Ça me fait penser, tu as parfois des élèves qui commencent par le permis moto, c'est-à-dire qui n'ont jamais conduit une voiture ou qui c'est directement la moto, ça arrive? C'est rare. Ouais. C'est rare, mais ça arrive. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour quelqu'un qui décide de faire son premier permis, un permis moto, Ouais. permis A2, dont on parle, il faut, si on le fait avant ses 21 ans, il faut déjà attester de l'ASR ou de la SSR de deuxième niveau. Voilà. Ok. Parce qu'il faut quand même attester de quelque chose Ouais. qui nous montre qu'on a quand même des prérequis. Voilà. D'accord. Donc, l'ASR, l'attestation de sécurité routière, la SSR que l'on passe au collège, il faut l'avoir. Faut l'avoir, Pour ok. quelqu'un qui passe son permis moto avant ses 21 ans, effectivement. Et D'accord. ça peut arriver, ouais, ça m'est arrivé deux fois, je crois. Donc c'est rare, mais ça m'est arrivé. Ok, d'accord. Parce que c'est toujours, ouais, c'est vrai que on se dit tiens, c'est marrant des vrais passionnés qui ne veulent pas entendre parler de voiture ou quoi, c'est vrai qu'ils voudraient directement. Lui, il veut sa moto le plus vite possible. Ouais, il y a des gens comme ça, ouais, c'est clair. Il y a des gens qui ne voient que par la moto, qui d'ailleurs peut-être avant avaient une 125 et qui ont envie de continuer sur cette logique-là. Cette logique-là. Bien sûr. J'ai passé mon épreuve circulation, ça s'est bien passé. Ouais. Donc, je constate mon résultat sur Internet, comme ça se fait maintenant, sur rendez-vous permis, tout ça. Bien sûr. J'ai réussi mon permis moto, champagne, je suis content. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc ouais, champagne, et puis après on laisse retomber un peu. Hein. Ouais. Et après qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien en fait, maintenant, aussi quelque chose qui n'existait pas avant, même si c'est en place depuis quelques années, j'ai le droit de conduire une moto bridée. D'accord. Hein, ce qui était déjà le cas aussi avant, mais à 47,6 chevaux pendant une période de 2 ans. C'est pour ça qu'on parle bien de permis de catégorie A2. Exactement. Et de nos jours, quel que soit votre âge, vous passez le A2. Exactement. Parce qu'avant, il y avait une limite d'âge 24 ans. C'était 24 ans. 24 ans. Au-delà de 24 ans, on appelait ça le gros cube. Exactement. On pouvait passer. Ça, c'est fini. Même si vous avez, on parlait de, je sais pas moi, allez, Jean-Claude Moto, là, qui voulait passer, qui a ses 50 ans, qui veut passer, bah, ça sera le A2. Ça sera le A2 automatiquement, voilà. Ce qui est une sage décision d'ailleurs. Hein. Ouais. Ce qui est une sage décision. Donc, ça va toujours dans le sens de la préservation de la personne. Hein. Exactement. Du conducteur, du pilote. Donc il se passe 2 ans, c'est ça. Pendant 2 ans, je suis sur mon moteur bridé, à une certaine puissance. C'est ça. Et au bout des 2 ans, alors qu'est-ce que je peux faire? Alors il y a plusieurs options possibles. Hein. Ouais. Déjà, il y a des gens qui, au bout de 2 ans, ils restent avec cette formule-là, tout Bien sûr. simplement, parce qu'ils se sentent à l'aise avec leur moto. Ouais. Et puis, ils n'ont pas fait la moto pour des grandes sensations de
vitesse ou quoi, ils veulent faire leur petite balade le dimanche à Aiguzon, et puis ils restent comme ça. Voilà. Pour d'autres, par contre, et la plupart du temps quand même, ils viennent faire la formation, la passerelle de A2 en A. Ok. Alors ça dure combien de temps? Alors ces formations, elles durent 7 heures. 7 heures. Voilà, 7 heures de formation. On revient voir son formateur préféré, on est toujours content de revoir nos élèves, et là d'ailleurs il y a plein d'échanges. 7 heures, on pourrait en rajouter plein, rien que pour échanger. Rien que pour ça, je pense que ça doit être très sympa. Mais d'ailleurs, on commence par un vrai échange sur l'expérience de ce qui s'est passé au cours de ces 2 ans, parfois plus. Parce que c'est quand même important de se rendre compte que la plupart de mes élèves, ils me racontent toujours une histoire qui est quasiment identique. Ah d'accord. Une histoire qui est identique. Alors hélas, je leur demande, est-ce qu'ils ont connu des histoires un petit peu compliquées sur la route, et souvent c'est il y a un automobiliste qui m'a pas vu, il s'est lancé à son stop, et ça, alors là vous pouvez l'écouter aujourd'hui, c'est tout le monde quoi, tout le monde, ceux qui sont déjà passés, s'ils l'entendent, ils vont se dire bah oui, c'est mon histoire. Enfin, bon, après c'est l'histoire un peu de tout le monde, ça a été mon histoire aussi, et clairement on part là-dessus sur un échange. Donc il y a eu au moins dans les 2 ans forcément une grosse peur, une frayeur là-dessus, ou un truc. Quelque chose, c'est triste, hein, c'est horrible, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Tout ça, ça me conforte bien dans l'idée que le niveau d'exigence qui peut être relou quand on est en formation, il a quand même une raison d'être, quoi. Ouais, clairement. Alors après, forcément, quand j'écoute mes motards, ils sont jamais du côté où ils sont en tort. Hein. Bon, bien sûr, évidemment, je pense que parfois tout le monde a à revoir, mais ça prend aussi pour, je sais pas, pour quelqu'un qui est en voiture, regardez bien des 2 côtés, par exemple, avant de vous lancer un stop. Enfin bref, en tout cas, dans l'idée, on part sur un échange de ce qui s'est passé. On fait le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Et c'est important de se rendre compte que même si on a un permis, on est toujours en train d'apprendre, et notamment pendant ces 2 ans. Et suite à ça, naturellement, on retourne sur le plateau, parce que cette fois-ci, on retourne sur le plateau avec une moto bien plus puissante. Et clairement, à chaque fois, je vois à travers le casque de mes élèves les yeux qui s'écarquillent en disant waouh, ça change. D'accord. Et ouais, la puissance, elle est là, elle est présente. Du coup, on passe donc, tu m'as dit, de 47 chevaux à combien, quoi? Là, il n'y a plus de limite. Ah oui, d'accord. Il y a plus de bridage, voilà. Ah oui, effectivement, ça doit changer les choses. À part les normes qui sont... les normes mécaniques. Qui sont dit dans le code de la route, mais voilà, là, on est sur on peut avoir un choix de moto très large. D'accord. Des puissances qui peuvent surprendre au départ. Ok. Et donc, par exemple, il y a quelques années, quand il n'y avait pas cette formation, en gros, du jour au lendemain, je pouvais passer d'une moto avec une puissance modérée à une puissance assez élevée, sans formation. Ok. Et cette formation a été quand même mise en place en voyant que la plupart du temps, hélas... il y avait une perte de contrôle du véhicule parce que, surprise, et puis... Exactement, et notamment chez les jeunes permis qui passaient sur le débridage. Ouais. Et donc, le but, encore une fois, de cette formation, c'est déjà de remaîtriser une moto avec une puissance complète, donc maniement du véhicule, et puis après, généralement, ça se termine par une belle balade sur la route, quand je dis belle balade, où on rappelle on revérifie que tout est toujours bien en place, bien exécuté en termes de placement, de trajectoire de sécurité, d'observation aussi. Et généralement, les gens sont très contents de cette formation parce que ça leur fait un bon retour aux sources. Puis c'est une formation qui est vraiment hyper sympa, quoi. Là, il n'y a plus une pression d'examen derrière, quoi. On est entre passionnés, enfin voilà. Clairement, c'est plutôt l'idée. Et comme tu l'as dit, donc elle n'est pas validée par un examen. C'est une évaluation de la part de. C'est toi, c'est toi qui donne. Je donne toujours un avis objectif quand même sur la fin, parce que si c'est pas bon, je vais pas vous dire super, c'est génial. Non, c'est pas que c'est. Je reste objectif sur sur les domaines où il faut faire attention. Ça arrive parfois, c'est clair qu'on est tous perfectibles, et comme je disais tout à l'heure, on est en perpétuel apprentissage, donc le but c'est quand même de repartir de l'auto-école en se disant ah oui quand même j'ai encore progressé, c'est-à-dire je suis encore monté d'une marche, quoi. J'ai progressé, je viens de passer à quelque chose de différent encore, et je dois être vigilant encore et toujours. D'accord. Donc ça c'est la suite finalement pour ceux qui le souhaitent du permis A2. Exactement.
recevra donc un nouveau permis suite à cette formation, le permis A. Là, on sera vraiment sur le permis A. Donc, le permis A2 est donc sanctionné et validé par un examen. Oui. Est-ce qu'il existe des formations pour pouvoir se servir d'une moto où on n'est pas soumis à un examen? Alors ça existe, Ouais. Ça existe. Après, tout dépend de l'âge, tout dépend de l'âge surtout, pardon. Mais par exemple, une personne. Alors, prenons quelqu'un comme moi. Oui. Moi, ça fait. Alors, je le dis, c'est vrai que ça fait quelques années que j'y pense. J'aimerais bien. Alors moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, si un jour j'ai le bonheur de conduire une moto, ça sera plutôt pour aller me balader, pas faire de la vitesse et tout ça, mais voilà. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les trajectoires, par exemple. Moi, j'aime bien faire des belles trajectoires, donc je me dis qu'avec une moto, c'est vrai que faire une belle trajectoire, ça doit être sympa et tout ça. En termes de sensation, c'est cool. En termes de sensation, ça peut être sympa. Par contre, j'ai pas forcément envie de me lancer dans un permis A2 et tout ça, pour plein de raisons différentes. Mais je sais qu'il existe la possibilité de faire une formation 125. Exactement. Alors, c'est-à-dire que là, on change de qu'est-ce que je dois faire? On change de case. Là, on n'est plus sur du A2, on passe sur du A1. Voilà. A1, Permis ok. A1, voilà, qui est le permis 125. Voilà. Et c'est une formation pour les personnes qui ont plus de 2 ans de permis B. Voiture. D'accord. Permis B, permis voiture, pardon. Pour les personnes qui ont plus de 2 ans de permis voiture, effectivement, ils peuvent passer une formation de 7 heures. D'accord, donc un peu sous le principe de la passerelle. C'est un peu le même principe que la passerelle. Enfin, en tout cas, c'est la même durée. C'est la même durée. Sauf que là, on part vraiment de 0-0. C'est-à-dire, clairement, on peut partir de 0. Voilà, si c'était moi, par exemple, moi, je ne suis jamais monté sur une moto. Donc là, il faut avoir conscience que 7 heures, c'est une formation courte. Ouais. Courte. Parce que, en gros, le matin, comme ce matin d'ailleurs, j'ai des gens qui arrivent, ils ne sont jamais montés sur une moto. Voilà, ils sont un peu renseignés quand même. Quand c'est comme ça, c'est plutôt bien de savoir où se situe le frein avant, le frein arrière. Voilà. Mais voilà, donc là, on part de 0. Et en 7 heures, le but, si c'est possible, évidemment, c'est de maîtriser son véhicule. Donc là, il n'y a même pas de code de la route. Enfin, il y a le code de la route parce que je suis un utilisateur de voiture, que j'ai mon expérience de conducteur et qu'un jour... Mais je n'ai pas de code accès moto comme on a pu en parler. Il n'y a pas d'examen à passer. Ouais. On réalise, nous, un apport théorique sur ce code, sur le code moto, entre guillemets. On réalise un apport, mais il n'y a pas d'examen de code en tant que tel. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'examen. Et la formation, encore une fois, 7 heures, c'est court. Pour nous qui connaissons l'envers du décor d'une formation et tout ça, 7 heures, c'est pratiquement rien, quoi. Ouais, c'est clair, surtout que sur ces 7 heures, généralement, on fonctionne avec un binôme. Ouais. Donc voilà, il faut s'adapter aux 2 personnes. C'est pas toujours évident, mais l'investissement des élèves fait que... parce qu'encore une fois, quand on sait qu'on vient pour 7 heures, il faut s'investir à fond. Là, c'est clair. Là, il n'y a pas de... On reste sur un public vraiment qui, pour les 7h125, alors je ne sais pas si on peut parler aussi de passionnés, ou des gens qui ont une vraie envie. J'ai envie de dire que ce sont des gens qui veulent y aller étape par étape. D'accord. Parce que, alors, une réalité, c'est que dès que la formation 125 elle est faite, dans 6 mois après, on les revoit s'inscrire pour le A2. Ça, donc il y a un côté... je suis mordu, quoi. Il y a un côté où j'ai été pris par la moto, maintenant j'y vais. Alors généralement, ce sont des gens qui, comme tu le disais, parfois ont juste envie, le côté utilitaire ou le côté, je veux faire ma petite balade moto. Et puis, il y a des gens aussi qui viennent avec un autre état d'esprit, c'est j'ai envie de découvrir. D'accord. J'ai envie d'apprendre les bases, j'ai envie de me faire la main, et après j'ai envie d'aller plus loin. D'accord. Donc sur le A2 dont on parlait tout à l'heure, pour conduire une moto un petit peu plus. Donc ça peut être une première approche aussi, on peut le prendre aussi comme ça, quoi. C'est clairement une belle première approche aussi. Ouais. Tout à fait. Et alors, on parle beaucoup moto dans cette formation 125, mais elle se destine aussi aux personnes qui souhaitent ensuite utiliser un scooter 125. Il existe aussi des modèles de scooters, et notamment le scooter avec une roue jumelée à l'avant, ce qu'on appelle le scooter 3 roues, je crois. Oui, c'est ça. On passe aussi par cette formation, cette formation de 7 heures. Exactement. 7 heures. Et alors, on parle beaucoup de moto dans cette formation 125, mais elle se destine aussi aux personnes qui veulent y aller étape par étape. C'est-à-dire que là, il y a pas de... Alors, je ne sais pas si on peut parler aussi de passionnés. J'ai envie de dire que ce sont des gens qui veulent y aller étape par étape. C'est
Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur le permis moto, Christopher? Sur le permis moto, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a une durée probatoire? Pour le permis moto, Le permis moto, du coup, ouais. la durée probatoire elle va correspondre à cette durée où on a Le A, hein, le disque A le sur A. la Alors, moto, ouais. Ça va s'adresser surtout, par exemple, pour un jeune de 18 ans qui passe son permis à 2. D'accord. Voilà, il est encore en période probatoire voiture. Oui. Conséquent. Mm. Donc du coup, au moment où il a son permis moto, il est également en période probatoire moto. Ok. Voilà. En revanche, j'ai 35 ans, j'ai mon permis voiture depuis 15 ans. Il n'y a pas, entre guillemets, de période probatoire. C'est-à-dire que là, la personne va utiliser les mêmes limitations de vitesse qu'en voiture. Parce qu'en fait, pour vous résumer, vous n'avez pas un nouveau permis. En fait, vous avez le même permis, mais vous avez une catégorie de véhicules supplémentaires. Donc, votre permis, vous pouvez donc du coup, avec le même permis, utiliser la voiture ou bien la moto. Puisque vous aviez validé pour certains depuis de nombreuses années votre permis, vous étiez sorti de 3 ans de probatoire et autres, on va rajouter une catégorie, mais on ne va pas vous remettre un probatoire, parce que comme il n'y a qu'un seul permis, eh ben on vous relimiterait pour, par exemple, les limitations de vitesse voiture, ce qui serait tout à fait illogique. Hein, donc c'est pour cela. Par contre, attention, comme vous n'avez qu'un seul permis, si vous êtes sanctionné ou verbalisé sur l'une ou l'autre de vos machines, voiture ou moto, ça impacte les deux. C'est-à-dire que si je perds tous mes points parce que j'ai fait des bêtises en voiture, ça ne veut pas dire que je garde tous mes points sur la moto. Si je perds ou si mon permis est suspendu, il est suspendu pour toutes les catégories de véhicules que j'avais le droit de conduire. Exact. Là, on ne peut pas faire de cumul. Là, hein. Non. Il y a certains domaines, il y a des cumuls, mais là, on ne peut pas. Là, non. Là, c'est 12 points et puis c'est tout. En tout cas, pour résumer, on est vraiment sur... parce que souvent en voiture, c'est vrai que c'est un côté fonctionnel. Parfois, chez certaines personnes, c'est plus un outil pour se déplacer, parce que le travail l'exige, ou la vie loin des grandes villes exige de pouvoir se véhiculer et d'être mobile. La moto, on reste sur une idée de passion. Ouais, comme je dis, parfois c'est un permis loisir. Ouais. C'est un permis loisir, et puis il y a vraiment il y a de la motivation derrière de se faire plaisir, tout simplement. Donc de se faire plaisir autrement, et ouais, c'est vraiment de la passion, quoi. Ouais. En termes d'équipement, un équipement spécial, bien entendu, obligatoire. Bien sûr. Donc le port du casque, homologué, je dis bien homologué, hein, de moins de 5 ans aussi. Voilà. Dès qu'un casque a passé 5 ans, même s'il n'est jamais tombé, il n'est plus bon, ça faut le savoir. D'accord, voilà. Ok. Ah, ça je ne savais pas, c'est bon à rappeler. Donc un casque, son expérience de vie, c'est 5 ans, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est 5 ans. Parce qu'il faut savoir que les mousses à l'intérieur se détériorent. D'accord. Donc 5 ans maximum pour un casque. Et à sa taille. On ne prend pas le casque de papa, par exemple, il n'a pas la même tête que nous. Donc un casque homologué, des gants homologués. D'accord. D'ailleurs, il faut bien laisser l'étiquette à l'intérieur, hein, l'étiquette de norme CE, ça c'est important, il ne faut pas la découper. Et pareil, hein, les gants en bon état, pas des gants troués. Donc des gants, et puis des vêtements couvrants, des chaussures montantes. Voilà. Alors ça, c'est sur les chaussures montantes et les vêtements couvrants, on va dire qu'il n'y a rien dans les textes de loi. Par contre, ça doit être inscrit dans vos têtes, ça. Dans vos têtes, c'est clairement, j'ai un équipement adapté. Un jean, par exemple, renforcé, c'est quand même beaucoup mieux qu'un simple jean. Voilà. Ouais. Parce qu'une chute en moto, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Ouais. Et puis, forcément, après, les équipements additionnels. Par exemple, là, je vois, j'ai en face de moi un gilet airbag. On peut très bien se procurer un gilet airbag, déjà pour le côté visibilité, et puis le côté sécurité qui va nous amener. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, tout ça, c'est des choses, c'est des détails, c'est vrai que c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais si ça vous sauve la vie, vous serez bien content d'avoir investi, quoi. C'est sûr. Et généralement, aussi au moment de l'inscription, il faut être transparent. La moto, c'est une passion, c'est un loisir qui coûte. Bien sûr. On le sait. Voilà, faut pas juste dire j'ai acheté un casque, j'ai acheté des gants, je vais acheter ma moto. Oui, alors, effectivement, on va dire que c'est le triangle idéal. Voilà. Par contre, il y a tout le reste. Les chaussures qui peuvent être adaptées, il peut y avoir des bottes,
les tenues pour la pluie, les tenues spéciales pour l'hiver, parce que si vous conduisez l'hiver avec des gants été, je peux vous dire que vous allez vite vous en souvenir. Ouais. Et ouais, il faut penser à tout ça, quoi. Tout ce que ça engendre derrière. La formation, elle peut se réaliser toute l'année. Ah oui, clairement, Hein, toute l'année. ouais, toute l'année. Oui. Bon, il y a sans doute le printemps, l'été, c'est sans doute sympa, mais bon, après, ça peut être intéressant aussi de le faire à la moins belle saison, parce que après, en tant que futur motard, on peut être confronté aussi à des intempéries, des choses comme ça. Ça peut toujours être... Dans l'idée, c'est clair. Là, on sort par exemple de la période, on va dire, assez pleine, hein, parce que l'été, forcément, ça crée des envies, et c'est plutôt logique. En plus, on va se dire que les conditions sont optimales, bien que, attention, il fait très chaud l'été, hein, sur le plateau, hein, il fait très chaud. Et l'hiver, forcément, on le fait aussi. Et comme tu le dis à juste titre, c'est là où on va avoir un peu plus d'expérience. Déjà, il va faire nuit, il va pleuvoir un petit peu plus, et puis il faut aussi prendre les conditions météo extérieures, hein, le froid, donc la pluie, comme je le disais, mais c'est clairement très très formateur. Parce qu'il faut savoir que quand on a son permis moto au mois de juillet, si on a besoin de la sortir au mois de décembre, cette moto, Exactement. Il va falloir s'y adapter, quoi. Tout à fait. Et puis dites-vous aussi une chose, s'il y a moins de demandes, moins d'inscrits, il y a plus de disponibilité aussi de votre formateur pour s'occuper de vous. Donc, clairement. Ça peut être sympa aussi pour les gens qui sont un petit peu anxieux ou qui appréhendent un petit peu à l'idée de conduire. Vous venez à la saison un peu moins pleine. Oui, tout à fait. Et puis ça peut être intéressant. Écoute, Christopher, on est en train de battre le record de durée d'épisodes, mais bon, c'est tellement intéressant, la moto. C'est quelque chose qui est tellement intéressant, donc c'est vachement. Et encore, je pense qu'on n'a pas tout dit. Non, il reste encore pas mal de choses. On se reverra, on refera. On va pas rusher, hein, on va se revoir, on refera un épisode, on parlera du scooter, on parlera des deux roues et tout ça. On prendra le temps de voir ça. En tous les cas, pour la moto, une seule adresse, CER Déoloise, 144 route d'Issoudun à Déol. Tony sera là pour vous accueillir, vous accompagner dans les démarches d'inscription. Christopher se fera un plaisir de vous faire découvrir et de vous accompagner sur la moto. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce même que pour un renseignement. Venez poser des questions, ne restez pas avec un doute. Vous savez pas, je suppose que tu peux même réaliser des essais pour quelqu'un qui vraiment tout ça, voire même du perfectionnement, ça on l'oublie. Oui, totalement, là on n'en a pas parlé, mais oui, clairement. On n'en a pas parlé, mais on l'oublie souvent, mais nous c'est assez rare, mais on peut avoir le cas en voiture. Voilà, les années passent, on est moins au fait, parce que la vie évolue, la situation, le code de la route, les infrastructures évoluent, on est un peu moins sûr de soi. Venez investir 1 heure, 2 heures, 3 heures d'auto-école. Ça peut faire la différence, ça peut vous aider, ça peut vous redonner envie, ça peut vous apporter une plus grande maîtrise. N'hésitez pas, venez poser des questions en tous les cas. C'est clair, en plus mon bureau c'est sur le parking du Mac 36, dès que vous voyez les voitures CER, faut s'arrêter. Voilà, merci beaucoup Christopher, avec plaisir. Merci pour ce partage. On se reverra forcément, on est collègues, en tout cas on se reverra autour du micro pour évoquer d'autres formations de roues. Merci encore, bonne soirée. Merci à toi aussi Guillaume. À bientôt sur le tarmac. Ouais, c'est ça, j'y retourne tout de suite là. Merci à tous. N'hésitez pas, si cet épisode vous a intéressé, faire des likes, à le partager, hein, surtout le partage, ça nous aide beaucoup en termes de visibilité, ça peut nous amener à vous proposer des nouveaux contenus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube du CER Castelroussine et Déoloise. C'est pareil, c'est juste un petit clic pour vous, mais pour nous, ça nous aide pas mal. Merci encore, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.